De seconde journée des rencontres des Sablons. Il n'y a pas d'heure pour les braves et vous êtes donc braves, bravo. Oui, 9h c'est tôt à Paris. Nous allons commencer sans plus tarder. Je vous rappelle que vous pouvez poser les questions. Alors je sais que c'est pas très simple, les années prochaines ça sera plus facile, mais il y a un QR code, vous le flashez et vous pouvez arriver à vous connecter à l'application sur laquelle vous pouvez poser les questions. J'ai pas tellement plus de détails, mais si vous cherchez bien, vous y arrivez. Et si vous y arrivez, vous avez même une récompense parce que évidemment, c'est pas très simple. Je laisse la parole pour cette première session passionnante à Guillaume Bredon qui va animer aujourd'hui. Merci. Merci Olivier. Alors je vais reprendre le flambeau pour les questions. Donc il y a un QR code qui doit être accessible pour vous. On m'a demandé de faire la pub pour ce QR code. Donc si vous voulez flasher le QR code, ça vous permet d'accéder directement. Il est où le QR code? Alors, si vous n'avez pas le QR code, il y a une autre méthode qui est d'aller sur le site WOCLAP, w2oclap.com. Et là, vous pourrez taper RDS 2025 et poser votre question. Mais entre-temps, je pense que le QR code ne devrait pas tarder. Bon, mais merci à tous d'être là ce matin. Effectivement, à 9h, ce n'est pas toujours évident. Pour un sujet qui est grave, on va le dire. L'Europe de la défense de l'Europe. Il ne vous aura pas échappé, je pense, que depuis le 24 février 2022, l'Europe a perdu son atout compétitif dont il disposait jusqu'à présent, qui était d'être un continent en paix depuis des années. Et avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le développement des tensions entre les grandes puissances, l'accroissement, l'évolution vers moins de mondialisation, moins d'échanges, et peut-être aussi des questionnements sur la loyauté de notre principal allié, des questionnements récents. La situation de l'Europe est aujourd'hui un peu tendue, pour faire simple. Et donc le sujet, l'Europe de la défense et la défense de l'Europe, me semble aujourd'hui particulièrement d'actualité. Et la question, c'est est-ce que l'Europe de la défense en tant que telle est un atout, enfin, elle doit être imaginée? Est-ce que c'est une ambition? Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que c'est un impératif? Et c'est la réponse à cette question que nous allons tenter d'apporter ce matin avec vous, Général Meyer. Merci d'être là. Avec toi, André Lezecruc-Pietri. Je n'écorche pas ton nom, j'espère. Général Meyer, vous êtes ici en tant que président du cercle K2, qui est un cercle de réflexion qui a vocation à traiter des sujets d'actualité. Vous traitez de tous les sujets, vous avez 2500 adhérents, je crois. Vous êtes également présent en qualité de votre qualité générale, bien sûr, mais aussi compte tenu de votre carrière dans le renseignement. Vous avez fait la plus grande partie de votre carrière dans le renseignement. Vous avez été notamment directeur opérationnel au sein de la direction du renseignement militaire. Vous avez été aussi secrétaire permanent du comité interministériel de la défense. Et c'est ça qui vous donne vraiment une vision panoramique des sujets sur la défense et sur le renseignement. Et puis, bien sûr, vous avez toute votre carrière militaire derrière vous qui vous amène la compétence et la connaissance dont nous avons besoin ce matin. Toi, André, je me permets de te tutoyer, hein, nous connaissons, tu présides le Joint European Disruptive Initiative, JEDI, qui est un organisme européen précurseur de la future agence européenne de l'innovation sur un modèle US d'ARPA. Tu es également conseiller en tant que réserviste opérationnel du major général de l'armée de l'air. Et tu as été... Comment ? Et de l'espace, bien sûr, l'armée de l'air et de l'espace. Et tu as été conseiller spécial de la ministre des Armées en 2017. Donc merci à tous les deux d'être présents et d'avoir répondu donc, à notre invitation. Alors, Europe de la défense, défense de l'Europe. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour faire face à quel type de risques? Puisque finalement, si on a besoin de se défendre, c'est pour faire face à des risques. Ils sont multiples, mais peut-être les ignore-t-on dans leur globalité. Mon général, est-ce que vous pouvez
nous dresser un peu un panorama sans trop nous casser le moral, mais quand même en étant transparent, direct. Pouvez-vous nous dresser un panorama des risques auxquels l'Europe doit faire face? Et puis après, on verra bien sûr comment y faire face. Et est-ce que le niveau européen est le bon moyen pour répondre à ces impératifs et à ces risques, à ces menaces? Merci bien. J'aborderai la réponse à la question qui vient d'être posée en plaçant la réflexion dans un raisonnement global sur la défense et le raisonnement que pourraient tenir éventuellement tous les pays européens dans le cadre de cette question posée. Si je parle de défense, il y a deux questions. C'est qu'est-ce que je défends et contre quoi? Qu'est-ce que je défends? Dans le concept de défense français, on parle des intérêts fondamentaux, nationaux. Les principaux, c'est l'intégrité du territoire, c'est la souveraineté, c'est la défense des populations, défense de la vie des populations. Si je regarde à travers le monde, à travers l'Europe, pardon, je m'aperçois que les 27 pays ont, pour ainsi dire, les mêmes intérêts fondamentaux nationaux. Donc, on peut être, je dirais, en cohérence d'idées. Donc, chacun a l'intention et la volonté de vouloir se défendre. Le problème, c'est que très rapidement, ils s'aperçoivent que, compte tenu des menaces que je vais évoquer, et que ces menaces sont des menaces plutôt globales et de dimension tout à fait honorable, ils comprennent très rapidement qu'à leur dimension nationale, et même la France, ils ne sont pas capables d'assumer cette fonction s'ils ne sont pas placés dans une, on va dire ça, une alliance de défense. Pourquoi? Parce que si je regarde les menaces qui pèsent sur les pays européens, la première, on l'a évoqué tout à l'instant, c'est l'affaire, je dirais, de l'Ukraine, c'est-à-dire une Russie envahissante. Du reste, en termes d'appréciation de situation, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Pour certains, c'est une Russie politique qui, à l'ancienne, veut de nouveau reprendre place dans les différents pays au nom de, je ne vais pas dire le communisme ancien, mais un système un peu nouveau. Et puis, un autre aspect, c'est-à-dire une action qui est plutôt une action défensive par rapport à un pays, l'Ukraine, qui a des velléités de vouloir sortir du giron oligarque de la Russie, alors que l'Ukraine, au plan stratégique, présente un double intérêt. Au plan militaire, c'est de tenir la mer d'Azov et donc la mer Noire, et je passe sur la Crimée, et au plan économique, d'être le réservoir, comme on dit traditionnellement, en blé agricole de l'Europe. Et donc si ce pays qui appartenait dans le giron ou qui restait dans le giron de la Russie, s'il quitte ce giron, la Russie perd sa puissance. Or, maintenant, on s'aperçoit que les guerres, au sens générique du terme, sont plus des guerres de puissance que des guerres militaires, des guerres d'affrontement de puissance. Et j'en reviendrai tout à l'heure. Alors, deuxième, dans le même esprit de ce que je viens de dire, et en termes de danger et menace, on a un deuxième sujet, c'est celui de
l'objectif final de ces actions. Et on voit quand même que si du côté de l'Ukraine, comme je viens de le dire, on a des objectifs économiques et on a des explications, je dirais, culturelles, historiques, avec les russophones, hein, on voit quand même que dans d'autres conflits, notamment, je dirais, Israël-Palestine, où on parle d'éradication de la population, de la disparition de l'État. Mais on a aussi des phénomènes de ce type. Rappelez-vous les problèmes du Rwanda, où là, on a une éradication, une volonté d'éradication de l'ethnie, de l'autre ethnie. Et donc, ça pose quand même quelques problèmes, surtout si je rapporte cet aspect des choses au nucléaire, dont on connaît la puissance. Mais on en reparlera aussi tout à l'heure. Le troisième aspect qui est important, c'est qu'on voit bien que toutes ces affaires se montent en coalition. En coalition. Et vous avez essentiellement, je prends les Russes par exemple, vous voyez qu'on embarque la Biélorussie, on a même la Corée du Nord qui est dans l'affaire. On a une coalition avec un leader, je dirais presque charismatique. Les autres ne sont que des suiveurs. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Mais on a aussi cet aspect du problème, je dirais, un peu dans l'approche américaine, notamment dans l'OTAN, on l'évoquera tout à l'heure, où on est aussi dans une vision un peu de leader et les autres sont suiveurs. Mais je me permettrai de l'expliquer un peu plus longuement tout à l'heure. Pour être exhaustif, notamment en termes de menaces contre l'Europe, il faut rajouter maintenant l'islam radical conquérant qui a l'intention, avec le terrorisme, mais aussi d'autres actions, a l'intention de remplacer les lois de la République, je dirais presque des républiques, hein, par charia, djihad, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est une menace, je dirais, nouvelle. Et d'autant que l'action qui est menée utilise l'immigration, une partie de l'immigration, hein, comme moyen de pression ou moyen d'action. Et puis, la troisième menace qui paraît importante aussi sur l'ensemble des pays européens, c'est ce qu'on appelle un peu bêtement le crime organisé, c'est-à-dire en fait avec le narcotrafic, c'est-à-dire que ce narcotrafic, par l'argent énorme qu'ils peuvent récupérer, ils finissent par, à eux-mêmes, le crime organisé, devenir des puissances et des puissances internationales. Et dans certains cas, on finit par prendre le pouvoir dans certains pays qui deviennent des narco-pays et donc qui finissent par avoir une vision étatique. Donc voilà, pour répondre à la question, voilà pour moi les trois grandes menaces qui pèsent sur l'ensemble des pays européens. Menaces militaires, menaces politiques, menaces liées au trafic de drogue. André, quelles sont les formes que prennent les autres typologies de menaces, je pense, qui utilisent des moyens techniques, par exemple? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Je pense que le général a été très, très exhaustif. Peut-être déjà merci aux organisateurs pour l'invitation. Petite anecdote sur le fait que c'est matinal. Moi, quand j'ai commencé en tant que jeune chez Airbus à Toulouse, à Saint-Martin, pour ceux qui connaissent, mon premier jour, je suis venu à 8h
et on m'a demandé dans l'industrie si j'avais déjà pris ma matinée. Donc vous voyez, 9 heures pour parler de la défense de l'Europe. Je pense que je félicite ceux qui sont là parce que ça montre bien que ce sujet, qui est quand même absolument existentiel pour nous, n'est pas encore très bien compris. Donc merci, merci à Emmanuel, merci à Dominique pour organiser tout ça. Moi, je vois deux choses. Un, pour compléter ce que disait le général, qui était très, très exhaustif. Un, il y a le sujet de l'attaque sur tout ce qui concerne notre prospérité. Le fait qu'il y ait une classe moyenne, qui est quand même le socle de nos démocraties libérales, et l'attaque sur nos systèmes de valeurs elles-mêmes. Quand vous voyez une ligne rouge très simplifiée de ce qui relie Xi Jinping, Poutine, mais peut-être aussi Modi. Alors bon, il se trouve que Modi est notre nouveau meilleur ami. Et d'autres, c'est une détestation absolue de la démocratie libérale. Peut-être un peu moins sur les Indiens, mais en tout cas clairement sur les deux autres. Et ça a deux conséquences. Un, c'est qu'on n'est plus du tout dans la guerre purement cinétique telle qu'on la connaissait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la guerre, elle est dans tous les champs. Je donne un exemple très concret. Il y a 2 semaines, ou il y a 10 jours, on avait tous entendu parler il y a 2 ans de ChatGPT, on a probablement tous entendu parler de DeepSeek, donc cette nouvelle intelligence artificielle chinoise. Qu'est-ce qu'elle a fait 4 jours après l'inauguration du président américain? Elle a effacé 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, donc c'est une attaque contre le système financier américain. Elle a cassé les pattes un peu d'une ambition forte des États-Unis de devenir leader sur l'IA avec un grand plan à 500 milliards. Et soudain, elle a renversé la table. On peut considérer que c'est une attaque hybride comme une autre. Donc ce sujet de l'hybridité, qu'aujourd'hui les attaques, elles ne sont pas juste air, terre, mer, cyber, mais elles sont aussi cognitives, économiques, c'est quelque chose où je pense que la naïveté européenne et la naïveté française, tout particulièrement, doit être probablement un tout petit peu revisitée. Pas la naïveté des militaires, mais ils sont quand même assez esselés dans le contexte. Et sur le sujet technologique, aujourd'hui, le sujet technologique, on voit bien que c'est ce qui a créé l'énorme différentiel de puissance entre les États-Unis et l'Europe. Je rappelle quand même, pour tous ceux qui trouvent, alors moi je suis un Européen convaincu, même génétique, vous voyez, j'ai 2 défauts, je suis corse et je suis allemand, donc vous voyez, c'est terrible, à Neuilly, bon, voilà, mais le sujet aujourd'hui, c'est que depuis 20 ans, on a perdu 30% de puissance économique par rapport aux États-Unis, par tête de pipe. Je ne parle pas de la puissance en général. Et donc là, c'est quand même un échec total de nos politiques économiques des 20 dernières années, et peut-être un petit peu moins. Et ça a une conséquence très claire, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de faire le coup de rabot, qui est quand même un petit peu le niveau CP des finances publiques, et qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions. Ça, c'est point numéro 1. Donc aujourd'hui, économiquement, la guerre, elle est quand même assez mal engagée. Et la deuxième chose, c'est que sur les sujets technologiques, donc qui ont créé cette création de valeur immense aux États-Unis, et la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, la technologie, alors nous on le dit depuis quelques années, est devenue un élément politique essentiel. Alors, pour l'anecdote également, et je terminerai là-dessus, quelqu'un me disait que le vice-président américain serait à Paris ou est à Paris pour le sommet de l'IA. Et je me suis dit, on parle d'Elon Musk et pas de J.D. Vance, mais en fait, on se rend compte avec Musk que la technologie est devenue un élément politique absolument fondamental et que si on n'est pas devant, ce sont d'autres qui vont nous imposer des idées. Alors on peut ne pas être heureux de quelqu'un qui est totalement, certains diraient excentrique, d'autres diront fou, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est très bon en technologie et que si on pense aujourd'hui que les États-Unis sont devant et la Chine aussi, qu'est-ce que ça va être dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois et dans 12 mois. Donc je pense que sur le sujet de la défense de l'Europe, il y a 3 choses à faire, mais je pense qu'on va les détailler. 1, arrêter d'être dans la surprise stratégique. Je pense qu'on est le continent de la surprise stratégique. On a été surpris par ChatGPT, on a été surpris par les drones en Ukraine. Est-ce qu'on utilise véritablement l'Ukraine pour apprendre très vite et pour repasser devant? On a été surpris par DeepSeek. On a été surpris par l'invasion russe en Ukraine. Très franchement, on aurait écouté nos amis baltes, on aurait été un peu moins surpris. Mais bon, c'est toujours facile de refaire la guerre après. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, il faut arrêter d'être dans l'illusion.
On va probablement parler des programmes européens. Aujourd'hui, le Fonds européen de défense, mais ça ne marche pas. On va mettre 3 milliards dans le drone à 100 millions de pièces, mais aucun militaire ne va envoyer un drone à 100 millions de pièces sur un théâtre d'opération aujourd'hui. On aurait trop peur de le perdre. Donc, nos programmes d'armement, pour certains, sont du XXe siècle ou sont de 2020. Malheureusement, on est en 2025 et il faut préparer la guerre. Et troisième chose, il faut considérer que le temps, et c'est plutôt un message d'espoir, je vais terminer là-dessus, le temps est devenu l'élément clé différenciant. Et le temps, ça ne dépend que de nous, de nos processus, de nos administrations, de nos bureaucraties, puisque c'est le mot à la mode. Et c'est ça où véritablement il faut qu'il y ait une espèce de révolution copernicienne. Sinon, je suis effectivement très inquiet sur la défense de l'Europe. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Le Groenland, pour moi, est un cas d'espèce où l'Europe ne réagit pas et probablement renforce Donald Trump dans sa vision peut-être un petit peu simpliste que vraiment les Européens n'ont rien dans le ventre. Merci à tous les deux. Alors, pour anticiper les menaces, pour faire face aux menaces, il faut les anticiper. Pour pouvoir les anticiper, il faut avoir des systèmes de renseignement performants. Est-ce que le niveau européen est le bon niveau pour développer un système de renseignement qui soit performant et qui nous permette d'anticiper les menaces, en général? Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, la technologie, et comme on l'a dit, l'intervention du cognitif dans cette nouvelle guerre, qui est quand même un phénomène nouveau, phénomène qui est possible à partir des révolutions numériques et de la haute technologie. Le fait d'être leader dans ces domaines, ce qui est le cas des Américains, leur donne un niveau de puissance que les autres n'ont pas. Et si je regarde les affaires au plan opérationnel, j'ai eu la particularité d'avoir été affecté à l'Élysée pendant 3 ans à l'époque de la guerre du Golfe. J'étais des 2 camps du président. Et je me suis intéressé à pourquoi, dans le cadre de cette action militaire, pourquoi l'Américain était leader. Alors, la réponse, quand je posais la question aux Américains, et j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec eux pendant 1 an à Sarajevo, la réponse c'est toujours c'est parce que nous mettons le plus d'hommes sur le terrain que nous avons le commandement. C'est complètement factice. En réalité, et je m'amuse toujours à dire, vous savez, il y a un vieil adage qui dit pour la guerre, il y a toujours 3 solutions. Il y a la bonne, la mauvaise et celle de l'école de guerre. Et moi, je rajoute toujours, il y a la bonne, la mauvaise, celle de l'école de guerre et celle que seuls les Américains sont capables de faire. Et donc, c'est ça qui va leur donner leur puissance. Pourquoi ? D'abord, parce qu'ils ont un renseignement qui est largement supérieur à tous les autres pays, notamment le satellitaire. L'Europe le développe, mais et je dirais très en retard, notamment en termes de précision. Donc un renseignement global dans lequel, et comme on vient de le dire, la guerre maintenant est globale, elle est hybride et globale, le renseignement est à la fois un renseignement militaire, puisqu'il va y avoir un volet militaire, mais il y a aussi un renseignement, je dirais, économique, un renseignement humain, un renseignement politique, un renseignement cognitif, donc tous les volets qui concernent cette globalité de la guerre. Et la CIA, la NSA, c'est-à-dire tous ces services sont dans une action convergente pour permettre aux États-Unis une appréciation de situation
qui en fait leur est propre et qu'ils finissent par imposer à leurs alliés au prétexte que eux ils savent et que nous on ne sait pas. Donc c'est devenu un élément de puissance et je dirais presque un élément de leadership. Ensuite, vous avez un deuxième problème qui est toujours lié à la haute technologie. La guerre maintenant, on le dit, elle se gagne, gagner la guerre dans les profondeurs. Les profondeurs de quoi? Déjà, sur le terrain du champ de bataille, dans la profondeur, c'est-à-dire à plusieurs centaines de kilomètres derrière les contacts, ou le contact, c'est-à-dire là où on va trouver ce qui est plutôt vulnérable, à la fois pour soutenir la guerre, c'est-à-dire ça va être la logistique, ça va être des systèmes de liaison et tout machin, mais aussi ça va permettre aussi de traiter des objectifs qui vont avoir une influence, donc on rentre dans le cognitif, sur la moralité, pas la moralité, le sentiment et la psychologie de la population. Et c'est pour ça qu'on dit que maintenant, la guerre se place maintenant dans la population, ce qui n'était pas le cas avant. La guerre était une affaire entre soldats, c'était le champ de bataille, c'était Valmy. Maintenant, la guerre se place aussi dans la population avec, vous voyez ce que fait par exemple Poutine quand il envoie des missiles sur des centrales nucléaires ou des centrales électriques pour couper le courant à une ville ou un village, ce qui va entraîner de la part de la population un désagrément et qui pourrait les amener à ne plus soutenir la guerre qui est menée par leur propre pays. Et donc, cette profondeur, maintenant, c'est la profondeur aussi du cyber, c'est-à-dire avoir la capacité de pouvoir casser les réseaux cyber de l'adversaire. C'est aussi le cognitif, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de diffuser des discours ou d'influence auprès de la population pour les démoraliser, au sens où retirer le soutien. Et ça, la haute technologie maintenant et la révolution numérique permettent de le faire et surtout permettent aux Américains de le faire alors que nous, Européens, on n'en est pas encore capables. Et donc, toute la puissance, et c'était l'observation que je faisais, pour revenir à la guerre du Golfe, eh bien, d'abord, l'appréciation de situation a été faite par les Américains et imposée aux Alliés, et c'est la raison pour laquelle le président Mitterrand disait qu'il était chef des armées, mais il n'était pas chef de guerre. Le chef de la guerre, ce n'était pas lui, c'était les Américains. Vous voyez la subtilité. Deuxièmement, la première phase de la manœuvre, c'est-à-dire on envoie des satellites, on traite des objectifs stratégiques, qu'on va appeler stratégiques, dans la profondeur avec des missiles. Rappelez-vous, on nous montrait ça à CNN, c'était le feu d'artifice du soir. C'était strictement américain. Ce n'est pas que les autres n'étaient pas autorisés, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens. Ils n'avaient pas les moyens de faire la guerre, et la nouvelle guerre, telle que les Américains peuvent le faire, et c'est qui leur permet d'être leaders et qui leur permet de contrer des puissances adverses qui elles-mêmes sont peut-être à ce niveau aussi de technologie, comme peut-être la Russie. Merci mon général. Alors, on comprend bien que pour pouvoir être au niveau des Américains, il faut avoir une puissance technologique, des capacités techniques importantes, des moyens. André, est-ce que tu peux nous faire un état des lieux des capacités européennes, toi qui es très au fait de l'état d'avancement technologique et des initiatives européennes, quel est l'état des lieux européen ? Peut-être juste un tout petit, parce que c'était passionnant sur le sujet du renseignement, quand vous voyez comment même la manière dont on utilise aujourd'hui le renseignement de manière assez différente qu'avant, rappelez-vous, juste avant l'invasion de l'Ukraine, les États-Unis ont diffusé ce qui normalement est classifié, des informations
sur le fait qu'il va y avoir une invasion, etc. Alors certains diraient que c'était la méthode Mandela, c'est-à-dire que si jamais ça ne se passait pas, ils auraient pu dire, vous voyez, c'est grâce au fait qu'on ait communiqué sur les plans de la Russie que finalement elle ne l'a pas fait, et s'ils envahissent, on vous l'avait bien dit. Donc, donc c'est très intéressant parce que le renseignement qui était avant quelque chose qui était quand même très secret, est aujourd'hui aussi utilisé comme une arme cognitive de communication. Ça, je trouve ça assez intéressant. Et je trouve que, pour répondre à ta question, on n'a pas l'agilité stratégique. En tout cas, il faut avoir l'agilité stratégique. Là, je veux dire, il n'y a rien qui nous empêche. Ce n'est pas des milliards qu'il faut pour ça, pour utiliser le renseignement de cette manière-là. Donc peut-être une vraie réflexion stratégique à mener. Alors sur les capacités européennes, moi j'ai envie de dire, et je reviens sur cet exemple DeepSeek, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, on aurait pu dire sur le sujet de l'intelligence artificielle, qui est le sujet du moment, qu'on aurait pu dire, on a l'impression d'être complètement largué. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de Sam Altman, qui est le patron d'OpenAI, qui de manière quand même assez arrogante, alors que le type a l'air plutôt sympathique par ailleurs, répond à un jeune Indien qui lui demande en 2023, mais est-ce qu'avec 10 millions de dollars, on a une chance en Inde d'également de construire des grands modèles de langage? Et il répond, it's hopeless, si vous n'avez aucune chance si vous ne mettez pas des milliards. Eh bien là, franchement, ce qui vient de se passer avec le modèle chinois, alors il y a probablement un petit peu d'esbrouf et on ne sait jamais trop si c'est vrai, si c'est pas vrai, si certaines choses n'ont été pas calculées. Ils auraient créé un modèle aussi performant, voire plus performant que les meilleurs, et à une fraction des coûts de l'énergie, du nombre de puces utilisées, etc. La vraie question qu'il faut qu'on se pose, mais vous savez bien qu'on est dans un pays qui n'aime pas trop le droit d'inventaire, c'est de se dire, mais dites donc là, les milliards qu'on a mis dans le plan Villani, alors, j'adore Cédric, en plus j'ai fait une toute petite partie de mes études, après il m'a rapidement largué avec lui, mais c'est pas lui le problème, c'est qu'est-ce qu'on a fait de ces milliards? Les 31 milliards d'euros que depuis 2 ans, nous tous, en tant que contribuables français, on a mis en France 2030, ils sont où les leaders alors oui, il y a Mistral, heureusement qu'il y a Mistral, mais derrière Mistral, il y a qui? Pourquoi est-ce que ce n'est pas nous qui avons inventé ça? Donc, sur les capacités, aujourd'hui, clairement, on n'a pas les mêmes capacités de renseignement, mais là, le général le sait beaucoup mieux que moi. Sur nos capacités aériennes, alors on est tous très fiers du Rafale et on a raison, mais les Rafales, les pilotes qui volent avec des F-35 sont obligés de reconnaître qu'aujourd'hui le F-35 est une plateforme de fusion de données qui intègre les données de renseignement, de satellitaires, des autres avions, et que le Rafale est plus un chasseur un peu très perfectionné, prend le meilleur de sa génération, mais n'est pas cette espèce d'observateur. Il ne voit pas tout le champ de bataille lorsque le F-35 le voit. Donc, est-ce qu'on se positionne là-dessus? Sur le sujet satellitaire, je ne vous fais pas un dessin. 131 lancements SpaceX en 2024, 2 lancements européens. Voilà. Donc, c'est très important qu'on poursuive Ariane, parce que sinon, on n'a pas l'autonomie de l'accès à l'espace. Mais est-ce qu'on se positionne sur le coup d'après? Alors, aujourd'hui, il y a le programme Iris-Carré, pour entrer dans le détail des programmes européens. Qui est censé créer un réseau de communication, notamment gouvernementaux, on appelle ça du GovSatcom européen, dans 6 ans, pour 11 milliards d'euros. Alors avec une petite innovation, parce qu'on ne va pas utiliser 3000 satellites comme Starlink, mais des orbites moyennes, des orbites basses, plus d'optimisation. Ma vraie crainte là-dessus, c'est que ça ne soit pas vraiment une révolution. On va faire ce qu'aujourd'hui Elon Musk sait faire. Le problème, c'est que dans 6 ans, est-ce que vous pensez que Musk sera au même niveau qu'il l'est aujourd'hui? Certainement pas. Donc, les sujets sur lesquels il faudrait mettre le paquet, il y a un sujet majeur qui est un petit peu un non-dit dans les armées, qui est le sujet, enfin qui n'est pas un non-dit dans les armées même, mais qui est le sujet des essaims de drones. Aujourd'hui, alors je pense qu'on a eu un peu de chance, et sûrement beaucoup de talent et beaucoup de capacité de beaucoup de forces de sécurité pendant les Jeux Olympiques. Mais aujourd'hui, au-dessus de 100 drones qui volent en essaim autonome, vous saturez toute défense aérienne. Donc vous n'allez pas détruire un porte-avions, vous n'allez pas détruire une frégate, vous n'allez pas détruire toute une brigade de blindés, mais vous allez taper le système qui permet d'atterrir sur un porte-avions, le système optique. Si vous tapez ça, votre porte-avions a perdu 90% de son utilité.
Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe avec les outils, 30 000 $, le drone, 1,2 million, c'est public, le coût du missile Aster, on en a, je crois, 16. Quand on en a plus, quand les stocks sont vides, il faut retourner à Djibouti. Bon, voilà, qui sont franco-britanniques, mais on va dire qu'il faut retourner à Djibouti. Est-ce qu'on a pris... Il y a l'amiral Stavridis, qui était l'ancien SACEUR, donc je crois, l'ancien patron des forces américaines de l'OTAN en Europe, qui a fait un papier assez intéressant, très inquiétant, mais qui disait aujourd'hui le sujet des essaims de drones est un... Bon, ça, c'est un sujet sur lequel on a les compétences, on a des acteurs, on a à côté de nous un laboratoire formidable qui est l'Ukraine. Ça devrait être un truc où on focalise nos efforts. Et contre les résistances, parce que les drones, chez certains, on considère que les avions doivent être encore pilotés. Il y a 6 mois à peine, le secrétaire à l'Air Force a fait voler un F-16 dronisé, c'est-à-dire automatisé. Et en fait, quand vous y pensez, c'est formidable parce que aujourd'hui, le facteur limitant, au-delà des budgets, pour l'utilisation de l'armée de l'air, c'est les pilotes. C'est-à-dire après avoir fait 8 heures de vol au-dessus de la Syrie, sur des vols d'observation qui parfois sont quand même assez longs et fastidieux, en tout cas très épuisants pour les équipages, eh ben vous pouvez pas. Là, si vous pouviez droniser, ça serait. Donc il faut réfléchir de manière probablement un petit peu agile. Il y a une chose là-dessus. Il y a les nouvelles façons de géolocaliser. Aujourd'hui, quand vous prenez un vol vers l'Asie, tous les pilotes vous disent entre 2 à 3 fois par vol, donc c'est plus une exception, vous perdez votre signal GPS. Et c'est pas juste la Syrie, et évidemment c'est pas juste l'Ukraine. Est-ce qu'on réfléchit au coup d'après en utilisant par exemple des capteurs quantiques? Il faut aller beaucoup plus vite là-dessus. La dépendance aux nouveaux matériaux. Là aussi, il y a un coup d'après à imaginer qui est aujourd'hui, on est très très dépendant de matériaux critiques. Le sujet du Groenland n'est pas totalement éloigné de ça, qui sont clés, que ce soit pour les systèmes de guidage des missiles, que ce soit pour les blindages, que ce soit pour le stockage, les fameuses terres rares. La Chine ne contrôle pas tout, mais elle a depuis 15 ans, sous nos yeux, on peut se demander ce qu'a fait le Haut Commissariat au Plan, mais ça, je ne ferai pas ce commentaire tout à fait irrespectueux, mais ils ont depuis 15 ans bâti entre 80 et 90% du raffinage. C'est-à-dire, ils n'ont pas toutes les mines. Alors, au Congo, ils rachètent aussi une grande partie des mines, mais ils se sont concentrés sur le raffinage. Donc aujourd'hui, sur le néodyme, c'est vraiment un des éléments de la tableau de Mendeleïev que peu de gens connaissent, qui sont ce qu'on appelle les aimants permanents. Accessoirement, vous en avez besoin pour toutes vos éoliennes offshore. Notre objectif européen, c'est 30% d'électricité en 2035 offshore de la mer du Nord notamment. Et bien, pour 90% d'entre eux, vous avez besoin d'aimants permanents. Voilà, quelques éléments clés qui peuvent changer la donne, qui peuvent nous redonner l'avantage, qui peuvent nous remettre comme des partenaires critiques pour nos partenaires américains et nos autres alliés. Voilà, c'est ce genre de choses auxquelles, sur l'aspect technologique, je pense qu'on peut penser, qu'il faut penser, mais il faut arrêter de faire... Enfin, l'Europe est le champion du monde des rapports. Tout ça est dans le rapport Draghi, dans le rapport Tirole. Voilà, ça fait 8 mois que ces rapports existent. Et ce que j'ai entendu de la présidente de la Commission européenne, c'est qu'on se donne 100 jours pour créer de nouveaux rapports et des nouveaux plans d'action. Je ne suis pas sûr qu'on ait pris la mesure du danger et de l'urgence. Merci beaucoup, c'est passionnant. Donc ce que je comprends, c'est que finalement, l'anticipation de la défense, ce n'est pas forcément l'anticipation du nombre de chars, le nombre d'avions, etc. C'est vraiment l'anticipation du futur technologique, de la capacité à innover et à maîtriser ce que les autres ne maîtrisent pas. Et on voit qu'on est tous dans le... Enfin, regardez la surprise stratégique du 7 octobre pour les Israéliens. Je veux dire que, en fait, la technologie a cette capacité à chaque fois rebattre les cartes et à niveler. Donc pour nous, si on se considère un peu en retard, c'est une opportunité, non pas de se concentrer sur la guerre d'hier, mais sur la guerre de demain, et qui sera hybride. C'est-à-dire, il ne faut pas faire du tout technologique. On le voit bien en Ukraine, mais là, je parle sous le contrôle du général. On a à la fois la guerre la plus sale, enfin une guerre digne de 14-18, mais aussi une guerre ultra technologique, où si vous êtes sur le terrain, sur un terrain dégagé, vous avez quelques minutes à vivre avec les drones qui circulent des deux côtés. Et là aussi, les Russes, il ne faut pas les sous-estimer. Ils ont été totalement dépassés
et très rigides et très verticaux au début de la guerre. Rappelez-vous, ces longues colonnes qui descendaient sur Kiev, qui se sont fait taper. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, les fameux drones turcs qui avaient permis, les Bayraktar, qui avaient permis aux Ukrainiens de reprendre l'avantage, aujourd'hui sont descendus en quelques minutes ou quelques heures par les Russes. Donc en fait, cette accélération du temps, il faut absolument qu'on prenne une tangente et se remettre là-dessus et apprendre de ce qui se passe en Ukraine, mais aussi ailleurs. Alors, je voudrais rajouter 2 choses. Donc, on vient de dire que il faut se doter maintenant des capacités qui sont celles de la puissance et celles que les Américains détiennent et qu'il nous faut nous aussi détenir, si on veut faire preuve, je dirais, de puissance, mais de puissance souveraine et de puissance autonome. Et là, se crée un problème, c'est le problème, je dirais, des matériels qui sont conçus, voire qui sont achetés, et qui détiennent des verrous de non-utilisation, comme on a pu le voir notamment en Ukraine. Verrous qui sont détenus par le fabricant ou l'État, je dirais même l'État. Si je fais un petit retour en arrière, rappelez-vous l'affaire des Malouines, où la France avait donné des exocètes, avait vendu des exocètes à l'Argentine, et les Anglais nous sollicitaient pour qu'on leur donne les codes, parce que c'était une façon de pouvoir les verrouiller. Donc vous voyez, dans cet équipement, on doit avoir à la fois la recherche de puissance, comme on vient de le dire, mais aussi de ne pas faire n'importe quoi et surtout de savoir avec qui on va le faire et est-ce que cette autorité ou ce partenaire ne sera pas à terme soit un danger, voire presque une menace, notamment pour notre liberté d'action. Et c'est la raison pour laquelle, et j'insiste là-dessus, c'est que notre liberté d'action des pays européens, dans une structure qu'on évoquera peut-être tout à l'heure, mais la liberté d'action commence par une liberté d'appréciation de situation. Et cette liberté d'appréciation de situation est issue d'une organisation du renseignement, on a parlé des satellites, mais il n'y a pas que ça, du renseignement, je dirais, autonome et donc entre Européens, avec des moyens qui sont mis en œuvre par des pays européens, et ce que pourrait nous apporter l'Américain, pour parler clair, ne pourrait être qu'une validation ou un complément, mais non pas un bouleversement. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je trouve. Et ça, c'est extrêmement important. Si on veut parler de défense de l'Europe, ou défendre l'Europe, sous-entendu, dans un dispositif qui est souverain, c'est-à-dire pour lequel on n'a pas une pression externe à l'Europe qui pourrait orienter notre réflexion et voire orienter notre manœuvre. Alors je me permets de rebondir là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction entre justement la masse critique que nous, seuls Français, nous pouvons avoir, je pense, je parle sous ton contrôle, et le fait qu'au niveau européen, la plupart de nos alliés, de nos partenaires, sont intimement persuadés ou continuent à se persuader que, à défaut de parapluie nucléaire américain, point de salut. Et donc, à partir du moment où le deal qui est fait avec les États-Unis, c'est je vous protège, mais vous achetez mon matériel, mes F-16, mes dispositifs de système antiaérien,
mais c'est du matériel américain, et donc forcément les Américains conservent des clés qui permettent de les utiliser quand ils le souhaitent ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction là majeure, une situation de laquelle on a du mal à sortir, et je sais qu'on essaie de convaincre nos partenaires européens de nouer des réflexions, enfin d'envisager des réflexions sur le sujet, mais finalement, est-ce qu'on ne touche pas là la quadrature du cercle? Qu'est-ce que vous en pensez? Et comment on en sort surtout? Comment est-ce qu'on essaie d'en sortir? Pour compléter ce que disait le général, pensez au Groenland. On voit la première ministre danoise qui en ce moment fait la tournée des popotes. J'aimerais bien savoir ce qui se passerait avec les F-35 de l'armée de l'air danoise si jamais il y a un souci. Voilà, je suis même pas sûr qu'ils arrivent sur la piste de décollage, mais voilà, ça c'est typiquement un sujet. Après, je pense, si on veut véritablement être dans l'aspect constructif, il faut se poser la question pourquoi, depuis 2022, 78% des matériels achetés par les Européens, donc depuis qu'il y a eu cette prise de conscience qu'on était à l'os, c'est les mots du chef d'état-major de l'armée de terre allemand en février 2022, quand il y a eu l'invasion, 78% du matériel est non européen. Je pense que là, évidemment, tout l'argument de dire il faut acheter européen, qui est le grand débat en ce moment au niveau européen, la préférence européenne, mais quand vous regardez dans le détail, c'est pas juste. On dit souvent oui, c'est pour s'acheter les bonnes grâces du président Trump, et c'est vrai que c'est apparemment comme ça qu'il fonctionne. Vous regardez par exemple les achats des Polonais, il y a eu beaucoup d'achats de matériel coréen. Et pourquoi ils ont acheté coréen? Le parapluie nucléaire coréen est bien connu, bien entendu. Non, mais plus sérieusement, c'est que en fait, c'était des matériels qui étaient disponibles. Et là, l'autre sujet qui est intimement lié à ça, c'est qu'il faut aussi que nous, on se pose la question, est-ce qu'on est vraiment rentré en économie de guerre? L'autre chiffre, alors vous avez compris, j'aime bien, je suis assez quantitatif et j'aime bien les chiffres. Aujourd'hui, on est à peu près à 28-29% de production supplémentaire sur notre BITD, sur notre base industrielle technologie de défense. Évidemment, il y a des variations, c'est une moyenne, par rapport au pré-2022. Ce n'est pas ce que j'appelle l'économie de guerre. Je ne sais pas combien ont fait les Américains entre 42 et 41 après Pearl Harbor, mais c'était probablement x5, x10, x100. Et intéressant, alors là aussi, ça ne va pas faire plaisir à certains, ce n'est pas les industriels classiques de la défense qui ont fait monter en gamme, c'est les automobilistes qui ont produit des Liberty Ships, qui ont produit des tanks, qui ont produit des avions de chasse, etc. Qui étaient accessoirement, en plus, produits pour une bouchée de pain, et c'est comme ça qu'on en produisait. Et c'est un problème qu'on a partout. Hein. Il y avait cette fameuse blague d'un chef d'état-major, je crois, de l'armée de l'air américaine, qui disait si ça continue comme ça, on aura les moyens d'acheter un avion de chasse que l'Air Force utilisera pendant lundi, mardi, mercredi, et jeudi, vendredi, ça sera pour la US Navy, pour ses pilotes, pour ses aviateurs embarqués. Donc on a quand même un vrai sujet, c'est est-ce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on a changé de ce que les anglo-saxons appellent le exquisite, c'est-à-dire le matériel parfait, formidable et accessoirement ultra coûteux, et est-ce qu'on est rentré dans une économie qui est beaucoup plus sur des cadences beaucoup plus fortes? Rappelez-vous le débat qu'il y a eu sur les obus. Est-ce qu'aujourd'hui on est à 10 fois plus de production d'obus qu'il y a 2 ans? Certainement pas. Et pourtant on a réussi à le faire lorsqu'on avait cette urgence du Covid. On a réussi à faire des miracles industriels. Là, je pense qu'il y a les procédures d'achat. On se réfugie toujours derrière les procédures d'achat public. Mais là, il faut pas juste dire aux acheteurs de la DGA, les pauvres, prenez plus de risques, allez. Le problème, c'est que comme c'est du pénal, quand vous n'appliquez pas les procédures, je n'ai pas encore entendu beaucoup d'hommes politiques qui disent écoutez, si vous avez un problème, c'est moi qui prends la responsabilité. Parce que c'est facile de dire aux gens, montez en gamme, etc. Mais si on ne leur file pas des contrats, et si on ne les libère pas d'une certaine forme de responsabilité, ou si on ne change pas le principe de précaution dans la Constitution, enfin, il y a plein de sujets. Vous voyez, c'est des sujets très un peu chirurgicaux, mais qui, pour moi, ce sont des déclencheurs. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a pris conscience de l'urgence, mais je ne vois pas
moi, je suis très attentif de ce qui va se passer là dans 2 semaines. Il y a cette fameuse loi Omnibus. Il n'y a vraiment que les Européens qui savent inventer ce genre de nom pour débureaucratiser. Je pense qu'il faut, et ça va faire plaisir à Olivier, je pense qu'il faut un Doge en Europe. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il faut quelqu'un qui rentre dans l'art et qui dit pourquoi est-ce que on met 4 ans, 5 ans. Les drones. 2013, l'Eurodrone. Quand j'étais conseiller spécial, je peux le raconter maintenant, on vient me voir en 2017, on me dit oui, les premiers drones, Eurodrones, seront en 2023 en test et en 2025 dans les forces. Et là, moi, très benoîtement, je pose la question, ah oui, qu'est-ce que vous pensez du calendrier ? Je voulais dire, on pourrait peut-être accélérer. Ils me disent, ah, vous avez raison, monsieur le conseiller, c'est hyper tendu. Et bien là, on anticipe que c'est en 2029 que ça sera dans les forces. C'est inacceptable. Il y a des têtes qui doivent rouler parce que ça veut dire qu'on a soit réparti la responsabilité que personne n'est responsable, ou alors on accepte des délais qui, quand on sera attaqué, feront qu'on n'aura aucune capacité de se défendre. Donc, à nouveau, je pense que mon message, c'est que c'est tout à fait possible et que ça ne dépend que de nous. La solution facile, c'est toujours évidemment de dire il faut augmenter les budgets, Plus d'argent, c'est mieux que moins d'argent, bien sûr. On a vraiment un sujet de bureaucratie, de mission. Et c'est pour ça que je pense que les militaires ont quelque chose à apporter vraiment. C'est ce sentiment de dire on n'est pas dans le management où on va essayer de tout prévoir, tout verticaliser, mais on est dans la mission. C'est quoi ? On veut 10 000 drones par mois. Les Ukrainiens en produisent 100 000. On a objectif d'en produire 100 000 d'ici 12 mois. Vous vous débrouillez. Et on vous donne les contrats qui vont avec. Alors, pour rebondir, et puis en plus pour répondre à votre question sur l'Europe, hein, puisque c'est quand même le sujet, Notre-Dame a été reconstruite en 5 ans. Pas spécialement parce qu'à la tête, on a mis un de mes camarades de promotion, le général Georgelin. Un peu quand même, en général. Ouais, un peu quand même. Mais aussi parce qu'il y a eu des mesures dérogatoires pour couper dans les virages. Et donc, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, si on ne fait pas la même chose en termes de défense, et je dirais même qu'il faudrait peut-être qu'on ait un ministère de la défense au sens qu'on vient de dire, hein, de la défense globale. Si on n'a pas cette approche, je dirais, opérationnelle, stratégique, on l'a fait puisque tout le monde maintenant est convaincu qu'il nous faut une défense. Mais opérationnelle, eh bien, dans 30 ans, on sera en train de dire toujours la même chose. D'autant que le pays, en 1990, au moment de la guerre du Golfe, le seul pays européen qui détenait des drones, c'était les Français. Pourquoi ? Parce que c'était le drone qui allait détecter ou trouver, acquérir l'objectif du nucléaire. Et notamment le nucléaire dit très stratégique qu'on a abandonné dans la doctrine. Et donc, tous ces drones, on en avait un certain nombre, de drones français et autres, ont été abandonnés. Une fois que la guerre froide, c'est les dividendes de la paix, hein, vous voyez, ça ne sert plus à rien puisque de toute façon, on ne fera plus de nucléaire. Et c'est la raison pour laquelle on s'est laissé dépasser, même plus que dépasser. Hein, on s'est endormi. Pour répondre à votre question sur l'Europe, pourquoi les pays européens qui, eux, ont conscience de la menace, il suffit de poser la question, hier j'étais à un déjeuner où il y avait l'ambassadeur de Hongrie à Paris, hein, son Altesse Sérénissime Impériale Habsbourg, Lorraine, hein, et c'était dans le cadre du cercle économique lorrain auquel j'appartiens, eh bien, il nous a bien fait comprendre que la Hongrie était consciente de la menace et du danger, et que ses voisins l'étaient tout autant, surtout qu'il nous a bien expliqué que eux, ils étaient en première ligne. Je pense que les pays européens accepteront
notamment de participer à une défense de l'Europe si on organise cette défense et si on montre au nom de la manœuvre, comment on va faire, quel va être le rôle de chacun, comment on va être susceptible de mener la guerre contre le Russe. Là, il faut pas faire de l'ennemi générique comme on a fait dans les armées pendant des années et des années. Hein, l'ennemi orange, il n'était pas rouge parce qu'on ne voulait pas faire de peine à personne. Hein, mais de dire carrément, voilà, nous organisons la défense par rapport à telle menace. Et les 3 menaces que j'ai évoquées tout à l'heure pourraient rentrer dans cette organisation. Et cette organisation, c'est un peu ce que présente le président Macron en parlant de ce fameux pilier européen dans l'OTAN. Hein. Mais ça veut dire surtout un pilier souverain, indépendant ou autonome, je ne sais pas comment dire, qui serait placé dans l'OTAN, à la limite, simplement pour avoir la capacité d'être renforcé le cas échéant, mais qui a la capacité en autonome de pouvoir préparer et organiser la guerre contre cet envahisseur potentiel. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée, c'est chacun défend dans les pays dans lesquels il se trouve ses propres intérêts, mais aussi il accepte de participer à l'intérêt global. Et donc, si je parle, par exemple, d'armée, l'armée intégrée est à exclure. C'est pas du tout ça qu'il faut. Et du reste, il y a un général qui disait tout à fait récemment, le soldat français, il meurt pour la France, il ne meurt pas pour l'Europe. Et donc, si je fais une armée intégrée, c'est-à-dire une armée européenne qui est un peu, je ne dirais pas décérébrée, mais dénationalisée, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher dans le contexte politique actuel, notamment des nations européennes qui existent et qui ont un passé, qui ont une histoire, et on ne peut pas le balayer. Alors on fait toujours des comparaisons avec les États-Unis, mais quand ils ont fait leur unité, ils étaient tous au même niveau. Hein, et en plus, ils étaient tous immigrés et ils venaient tous d'Europe. Hein, bon, même s'il y avait eu la guerre. Et donc, c'est ce pilier de la défense européen dans l'OTAN ou hors OTAN, souverain, dans lequel chacun a une répartition des tâches, comme on l'a fait du reste pendant la guerre froide. Je prends un exemple simple, la France, les forces françaises étaient ce qu'on appelait en deuxième échelon de l'Alliance. C'est-à-dire nous étions sur les arrières et on était susceptible d'intercepter au passage une percée, notamment d'une division. Et quand on a ouvert les coffres de l'armée allemande de l'Est, hein, à l'époque, on s'est aperçu, que le fer de lance de l'action du pacte de Varsovie, c'était les Allemands de l'Est, ce qui a entraîné du reste la décision de décimer l'armée allemande de l'Est, hein, qui devait être intégrée dans l'armée de la Bundeswehr, et ensuite que c'était une division très autonome, 50 000 hommes, un mois de capacité, qui devait se prendre Hambourg, et Hambourg devenait l'otage d'une discussion politique à l'intérieur de l'Europe, en liaison avec les Spetsnaz et donc la 5e colonne du pacte. Voilà. Et donc, si on ne fait pas ça, et si les pays européens ne constatent pas qu'on s'est d'abord doté des capacités qui nous permettent de faire cette guerre en autonome, donc de ne pas compter
sur l'autre, qui en plus tient un discours maintenant. Trump, qu'est-ce qu'il dit? Trump, il dit, écoutez les petits gars, maintenant, il faudrait vous prendre par la main, parce que moi, je ne vais pas m'occuper de tout. Il le fait, par exemple, avec les Canadiens. Qu'est-ce qu'il dit aux Canadiens? Bon, les phénomènes migratoires, il faudrait peut-être les prendre en compte, et la drogue, vous devriez aussi le prendre en compte, parce que moi, j'en ai marre de m'occuper de vos affaires. Et donc, si vous ne le faites pas, moi, je vous taxe. Vous voyez, c'est ça l'esprit. Et il va nous dire la même chose avec l'Europe. Pourquoi? Parce que l'esprit est ailleurs. Sa menace de puissance, on retombe toujours dans le problème de la puissance. Sa menace de puissance, c'est la Chine. Et donc, il va être tourné plutôt vers la Chine. Et donc, l'Europe, débrouillez-vous. Et il faut qu'on puisse se débrouiller en autonome et se débrouiller souverain, en souveraineté. Alors, on comprend bien qu'il faut que l'Europe se dote de capacités autonomes. Donc, ça, on a bien compris, technologique, en avance, qu'on rattrape notre retard. Restera quand même le problème politique. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un décideur. Et à 27, comment fait-on? On va peut-être pas rentrer dans le débat maintenant, mais c'est un sujet que je pose. L'heure tourne, je m'aperçois qu'on a déjà passé notre créneau horaire et on n'a pas encore pris les questions. Il nous reste donc quelques minutes pour recueillir les questions que vous pourriez avoir, sachant que là, soit je ne sais pas m'en servir, soit il n'y a pas de questions via le wood clap. Donc s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. Allô, allô. Ça marche. Écoutez, merci pour cette conférence. Moi, j'avais une question toute simple, un peu naïve, mais comment on arrive à insuffler en France ou en Europe un esprit de défense? On a l'armée française, c'est 80 000 soldats, enfin, date d'aujourd'hui, et il y a à peu près 4 000 réservistes, je crois que c'est la réserve citoyenne ou civile, 4 000. Le 7 octobre, lors de l'invasion, lors de la guerre en Israël, et la bande de Gaza, les Israéliens ont été capables de faire venir, je crois, des dizaines de milliers de réservistes en Israël pour le combat. En France, on n'en est pas encore capable. Donc, comment peut-on faire passer auprès de nos compatriotes, insuffler cet esprit de défense? Tu parlais, André, de la DGA. Déjà, c'est un bon problème. Quand on parle avec les gens de la DGA, pour multiplier par 2, par 3, par 4, par 5 la production, il faut des terrains, il faut de l'argent, il faut des gens. Il faut des gens qui ne sont pas toujours... donc, ce n'est pas des semaines de 35 heures. On parle de ça. Donc, comment arriver en France à insuffler cet esprit de défense? Voilà, merci. Je ne sais pas qui veut répondre, mais... Bon, c'est plutôt général, mais peut-être juste un mot... Je pense qu'on a loupé une opportunité, peut-être dans les derniers mois, dans ce tumulte de la dissolution, d'avoir un côté un peu churchillien. Moi, je suis persuadé que ça aurait résonné auprès, je ne suis pas politique, mais je vois ça autour de moi et de manière très large. On est 6500 maintenant au sein de Jedi, donc je vois beaucoup de choses qui remontent. Les gens sont très inquiets. D'ailleurs, vous l'avez vu, 30 milliards déposés sur soit l'assurance vie, soit le livret A dans le dernier mois. Enfin, ça montre une grande inquiétude de la population. Le fait d'avoir un discours de vérité, que notre système est menacé, sans pointer du doigt sur des gens, mais disons appeler à une certaine forme de mobilisation générale, que l'État montre l'exemple, mais ça c'est un vaste programme, permet de mobiliser. On ne va pas revenir à la conscription. Alors, les chiffres, heureusement, sont beaucoup plus élevés. Hein. Ce que vous citez, c'est l'armée de terre, probablement. Mais aujourd'hui, c'est la défense nationale. Ce n'est pas un sujet purement de militaires. C'est de 68 millions de Français. Et c'est peut-être aussi comme ça qu'on a une capacité, au moins, d'aligner le sujet européen. Rappelez-vous, vous citiez la guerre du Golfe, pendant la deuxième guerre du Golfe, où en gros la moitié des pays européens, vous savez, ceux qui avaient loupé une bonne occasion de se taire, on n'a pas été très heureux sur cette formule, et d'autres. Par contre, il y avait 70 ou 80% de la population, de l'opinion publique, qui avait une opinion assez convergente. Donc je pense que là, il y a vraiment un aspect du sang, des larmes, de la sueur, et c'est probablement une capacité de mobiliser des gens. Juste travailler sur les peurs, la protection. Je ne peux plus entendre, il faut protéger les Français. Je ne peux plus l'entendre.
Ça renvoie à tout le côté, on va surtout éviter que le moindre risque. Non, le risque, il est sur chacun d'entre nous. Et si demain on est en guerre, c'est tous les gens qui sont au-dessus, qui ont un certain âge, qui vont devoir être mobilisés. Donc je pense que toutes les familles peuvent comprendre ça. Et juste pour répondre à votre question, il y a quand même des initiatives. La garde nationale est en train de monter en puissance. Le général Poibaud est en train de nouer des partenariats avec toutes les grandes entreprises françaises. Et si vous êtes dirigeant d'entreprise, n'hésitez pas à vous rapprocher de lui pour nouer des partenariats, pour faciliter à ce que leurs collaborateurs puissent rejoindre la réserve. Il y a beaucoup, en fait, 100 000 réservistes opérationnels. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'investir, mais aujourd'hui, vous ne savez pas à quelle porte frapper et est-ce que c'est compatible avec votre contrat de travail, avec votre emploi. C'est en train de se débloquer. Alors, ça ne va pas assez vite, hein, c'est sûr. Mais bon, là, toutes les initiatives sont bonnes à prendre. N'hésitez pas à vous rapprocher. Et en fait... c'est aussi une responsabilité personnelle de chacun d'entre nous. Hein. Prenons-nous par la main. Hein. N'attendons pas tout de l'État. Prenons-nous par la main. Rejoignons ce qui est en train de se faire. L'État ne peut pas tous nous prendre par la main en permanence. Il faut qu'on sorte de ce système d'assistanat permanent. Alors, si vous permettez, je pense que j'ai dit tout à l'heure que maintenant, la guerre avait passé le stade de l'affrontement de deux armées sur le champ de bataille et que la guerre maintenant était globale, hybride, comme on l'a dit, et elle est dans la population. Et donc, la défense, c'est la défense de la population par rapport à la menace. Et je trouve qu'en France, on a trop pris l'habitude de refiler, excusez-moi du terme, de refiler la guerre aux militaires. Quand j'étais en Bosnie, où j'ai passé un an comme commandant en second des forces multinationales avec un général américain, j'étais numéro 2, la reconstruction du pays, de la vie de la population, était donnée aux militaires. Mais le militaire, lui, il sait, en principe, il sait faire la guerre, mais il ne sait pas reconstruire. Hein, il n'y a que le génie qui dit parfois détruire, toujours construire. Bon. Et donc, je pense que la contre-guerre doit être menée, et vous parlez des réserves, mais elle doit être menée dans chaque système, je dirais, de puissance français, où on doit prendre en compte le phénomène de contre-guerre dans la réalisation des projets. C'est-à-dire que si je fais du cyber, par exemple du cyber, le cyber, la lutte cyber, eh bien c'est une lutte cyber dans tous les systèmes qui utilisent le cyber. Et donc, je dirais que le soldat civil hein, qui va lutter contre le cyber, eh bien, il est dans son job au quotidien. Vous voyez, là, vous avez évoqué toujours la réserve, on revient. Je pense que ça, c'est une idée passéiste. C'est pas du tout comme ça qu'il faut organiser la guerre ou la contre-guerre. Et cette contre-guerre, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il serait souhaitable d'avoir ou bien un haut état-major de la guerre, mais la guerre globale, ou voire carrément un ministère, parce que c'est ça qu'il faut organiser. C'est ça qu'il faut organiser. Et non pas de dire, bon, il y a la guerre, elle est globale, et donc les militaires, hein, vous allez vous en débrouiller. Je prends un exemple simple. On a parlé du cognitif, et donc de l'influence. Maintenant, par exemple en Ukraine, on a mené, ils ont mené des actions d'influence par le jeu des réseaux sociaux, du reste, sur les soldats adverses, notamment les Russes, pour les faire déserter. Et je vais même, vous rappelez-vous, l'histoire du 31 décembre, où par le jeu de la fête de Nouvel An, tous les soldats ont commencé à prendre leur téléphone portable et à appeler leur petit ami, hein, ce qui a permis à la Guerrelec
de déterminer les endroits où ils étaient. Et donc, à minuit, ils ont pris 1000 coups de canon comme cadeau de Nouvel An. Et donc, si vous voulez, pour revenir à cette influence, les armées, elles, considèrent qu'il faut mener ces actions d'influence sur le soldat adverse. Parce que ça, c'est son correspondant. Mais quand il s'agit de poser la question de savoir quelles sont les actions cognitives d'influence cognitive, que l'on va mener sur la population, il n'est pas question qu'on dise aux armées « occupez-vous-en ». Ce n'est pas notre job. Et donc là, on rentre, c'est la population, c'est donc des gens de la population qui vont être en charge du discours, et donc c'est souvent les hommes politiques. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que la globalité de la contre-guerre, on doit la retrouver dans les moyens qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir assumer cette contre-guerre. Merci mon général, merci à tous de nous avoir sagement écoutés. On peut peut-être prolonger la discussion autour d'un café, je crois qu'il y a une pause café, n'hésitez pas. Merci beaucoup de votre écoute attentive.